Donc ce soir, je suis très heureux d'avoir nos deux spécialistes du sujet et deux spécialistes chacun de leur côté. L'un, bien évidemment, sur le plan industriel et l'autre qui a communiqué très souvent sur ce, et qui, je pense, est deux passionnés du monde des vaccins. Et nous devrions avoir ce soir une belle soirée. Alors, pour mémoire, les réunions comme ce soir sont enregistrées. Il est toujours possible de les voir en replay. Donc, je ferai passer à tous les inscrits, bien évidemment, le lien pour ce replay. Et sans attendre, je vais passer la parole à notre premier intervenant, qui est donc le docteur Philippe Juvin, qui est pharmacien responsable de Sanofi Pasteur à Lyon, qui va nous parler plutôt des aspects de fabrication, des aspects industriels. Voilà, je vous passe la main. Merci beaucoup. Et en effet, comme vous l'avez dit en introduction, déjà merci pour l'invitation. Et comme vous l'avez dit en introduction, je suis plutôt passionné par le domaine et je vais essayer de partager avec vous, à travers ces quelques slides, quelques-unes des spécificités de la fabrication des vaccins en général et puis de traiter ensuite plus particulièrement le cas très particulier des vaccins contre la grippe. Et j'espère que le propos sera clair et qu'il vous apportera pas mal d'éclairage sur donc ce domaine amont aux officines. Et puis ensuite, je passerai la parole à Olivier Rosaire pour l'aspect aval après l'industrie sur la partie commercialisation d'officine de ces vaccins. Peut-être juste un petit commentaire en termes d'organisation. Bien évidemment, on laissera un temps pour des questions et je pense qu'il est préférable qu'on voit toutes les questions après les deux exposés sur la fin. On aura du temps pour les questions. Oui, parfait. Alors, si ma présentation voulait bien démarrer, ça serait bien. Ah, voilà. Alors, d'habitude, j'explique la complexité et la particularité de la production des vaccins à travers le petit schéma que vous voyez ici à droite. Comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps dans d'autres assemblées, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous quelques-unes des spécificités de cette fabrication des vaccins d'une manière un petit peu différente, avec trois aspects, trois défis que le fabricant de vaccins doit relever. Le premier que vous avez ici sur la gauche de l'écran, c'est la complexité particulière de ces fabrications et la longueur toute particulière du processus de fabrication des vaccins. On est sur une production biotechnologique, on travaille sur du vivant, des germes vivants, des virus ou des bactéries. Ça explique donc toute une partie de cette complexité et toute l'expertise en matière de biotech qu'il faut avoir pour maîtriser cette fabrication. Autre particularité, il y a très peu de médicaments chimiques qui ont ces caractéristiques-là. Le vaccin est très souvent un produit combiné. Il comprend 1 à 9 antigènes, parfois même beaucoup plus. Si on prend le vaccin contre la pneumo, ça va 21 à 23 antigènes. Donc, un médicament avec 23 principes actifs, c'est plutôt rare. Ça explique aussi une des particularités très particulières de ces vaccins. Et concernant la longueur du cycle de fabrication, ben parce qu'on travaille sur des germes vivants, parce qu'il faut les cultiver, que ce soit par culture cellulaire pour les virus ou par fermentation pour les bactéries, et ben les fabrications sont très longues, elles durent de 7 mois à 36 mois pour les plus complexes. Alors 7 mois par chance, c'est le vaccin dont on va parler aujourd'hui, c'est le vaccin contre la grippe, et heureusement que c'est 7 mois, sans qu'on ne serait jamais capable de répondre aux défis particuliers de ce vaccin-là. Donc, premier aspect, complexité, longueur du processus de fabrication. Deuxième aspect, c'est au milieu, c'est la question place du contrôle de la qualité dans notre domaine. Parce qu'on travaille sur du vivant, parce qu'on travaille sur des molécules extrêmement complexes et difficiles à caractériser, eh bien, le contrôle qualité a une place toute particulière dans nos usines et nos fabrications. Comme vous le voyez à l'écran, on peut faire appel à plus de 1000 tests de contrôle qualité différents pour chaque lot de vaccins, pour des vaccins combinés particuliers, notamment toutes les combinaisons pédiatriques, notamment hexavalentes, donc qui sont destinées à l'immunisation de nos nouveau-nés. Ces contrôles qualité ont un poids tout particulier et représentent un temps significatif, là dans la durée que je vous ai indiqué en bas à droite. C'est pour certains vaccins, jusqu'à 70% du temps est passé à effectuer des contrôles. Et dernière particularité, avec les produits dérivés du sang, les vaccins sont les seuls produits, seuls médicaments qui font l'objet d'un test et d'une libération indépendante de l'industriel par les autorités de santé. Donc ça rajoute également une complexité toute particulière, un besoin de coordination et puis une logistique toute particulière pour gérer ces tests faits par des autorités de santé dans le monde entier.
Et dernier point, sur la droite de l'écran, ben, autre défi, et celui-là, il ne relève pas de l'industriel en tant que tel, c'est la demande mondiale, elle est difficilement prédictible, difficilement prévisible, elle dépend de très nombreux facteurs qui dépendent de questions sociales, économiques, épidémiologiques. Et cette demande peu prédictible ou difficile à prévoir, elle devient un challenge particulier quand nous sommes dans le monde entier un nombre assez restreint de producteurs capables de répondre aux normes qualité internationales qui s'opposent, qui sont opposables pour les fabricants de vaccins. Voilà, donc la production de vaccins, comme le médicament, c'est un métier qui est, la production de médicaments au sens large est un métier qui est très réglementé, bien sûr, et heureusement, c'est pour la protection du patient, hein, pour notre santé à tous. Alors, il y a bien sûr tout ce qui est versé au dossier d'AMM pour permettre l'autorisation par les autorités de santé. Il y a également le guide des BPF, des bonnes pratiques de fabrication, donc qui sont entre guillemets la norme opposable à l'industriel, l'ensemble des précautions en matière d'assurance de la qualité qu'il faut mettre en place pour pouvoir être autorisé à fabriquer des vaccins et les fabriquer en conformité régulièrement avec l'AMM qui a été approuvée par les autorités de santé. Et puis, dernier point que les IFOSINO connaissent également très bien, ce sont les pharmacopées dans lesquelles sont listées non seulement des spécifications, mais les méthodes de test qui sont applicables à certains de nos produits. Donc, dans ce contexte hautement réglementé, à nouveau au bénéfice du patient, les vaccins sont des produits très particuliers, donc de plutôt grosses molécules, plutôt des protéines très complexes. Ce sont donc des produits biologiques très sophistiqués. Il faut faire appel pour leur fabrication à des équipements et à des procédés qui sont très sophistiqués pour garantir justement cette qualité du produit de manière reproductible telle que les BPF l'exigent. Alors, selon le système qualité présent, requis dans les bonnes pratiques de fabrication, bien, il y a une supervision qualité tout au long de la fabrication. En France, avec en plus une supervision en particulier par un nombre de pharmaciens qui est requis par le Code de la santé publique. Et dernier point de cette production, eh bien, ce fameux double contrôle indépendant par les autorités de santé pour participer à la libération finale de chaque lot de vaccin sur le marché. Alors, cette introduction étant faite sur ce qui est commun à l'ensemble des vaccins, je vais maintenant vous expliquer le chemin un peu particulier des vaccins contre la grippe, où là, on fait face, et vous le savez bien avec nous, hein, officinaux, à une course contre la montre chaque année. Alors, pourquoi? Comment? Eh bien, c'est l'objet du slide suivant. Alors, vous avez sur ce petit schéma à gauche un résumé du parcours sur lequel je vais vous entraîner jusqu'à la sortie du vaccin de nos usines. Donc, la production des vaccins contre la grippe, c'est un agenda qui est très chargé. Il faut relever de très nombreux défis techniques et scientifiques en très peu de temps, c'est-à-dire en quelques mois. Donc, le premier élément que les gens ne soupçonnent pas, donc là, c'est l'exemple d'une fabrication de vaccins sur œuf. Il y a d'autres technologies avec des vaccins recombinants notamment. Euh, mais donc le vaccin sur œuf est la technologie qui permet d'obtenir les plus gros volumes. Sanofi Pasteur a les deux technologies. Je vous présente celle-ci à l'écran. Elle est intéressante à détailler. Alors, le premier point, eh bien, pour pouvoir fabriquer les lots de vaccins chaque année sur cette technologie sur œufs, eh bien, il faut pouvoir disposer d'œufs. À l'usine qui est installée en Normandie pour Sanofi Pasteur, c'est chaque jour 600 000 œufs, 600 000 œufs qui rentrent dans nos usines. Et pour ça, ça nécessite un peu en amont de tout ça, de cette campagne, qu'on mette en place des fermes, des élevages, et qu'on mette en place les surveillances sanitaires, bien sûr, au sein de ces élevages, pour que pratiquement un an avant, en avance, on soit sûr de disposer au sein de l'élevage de quantités de poules pondeuses suffisantes pour nous fournir chaque jour, pendant toute la campagne grippe, ces 600 000 œufs. Voilà, ça c'est l'étape numéro un, notion d'anticipation déjà à ce niveau-là. Deuxième notion que vous connaissez sans doute, c'est ici à l'étape 2, c'est à propos des semences. Les semences, les 4 souches qui constituent le vaccin sont redéfinies, comme vous le savez, chaque année par l'OMS sur la base d'une surveillance qui est effectuée au niveau mondial des souches circulantes. Alors pour l'hémisphère nord, les centres surveillent l'évolution de l'épidémie dans l'hémisphère sud de manière à prédire la composition de vaccins sur l'année suivante dans l'hémisphère nord. Donc cette production de semences candidates se fait plus ou moins tardivement. C'est entre le mois de février et le mois de mars
que se prononce l'OMS sur la composition du vaccin et sur la fourniture de ces souches de semences. Une fois que ça c'est fait, il va falloir passer par une étape qui est obligatoire. Je vous disais, on travaille sur du vivant. Et chacune des souches, pourtant, du virus grippe, influenza, a tendance à se comporter légèrement différemment des unes des autres, y compris au niveau fabrication. Et donc, l'industriel doit, avec ses équipes de développement, chaque année, déterminer de nouvelles, les meilleures conditions de culture virale pour chacune de ces nouvelles semences. Donc, il y a de la mise au point à refaire chaque année, même si le procédé général reste le même pour la fabrication. Une fois qu'on a défini ces meilleures conditions de culture virale pour les semences, eh bien, il va falloir affiner les paramètres de production. Ici, là, sur cette étape-là, où on va ensemencer donc les virus dans les œufs. On va ensuite incuber ces œufs. Et là, c'est pareil, les conditions doivent être affinées, les paramètres de production doivent être définis pour chacune de ces nouvelles souches qui ne se comportent pas strictement de la même manière en matière de croissance et de production chaque année. Le cinquième point, c'est une exigence des bonnes pratiques de fabrication que je mentionnais tout à l'heure. Un procédé de fabrication, une fois qu'il a été développé, doit être validé. La validation, c'est l'opération qui consiste à travers un protocole de test, un protocole intensif, à minima sur 3 lots successifs, de prouver que ce procédé de fabrication qu'on a mis au point va bien délivrer de la même manière tout au long de l'année, pour chacun des lots, des unités qui seront strictement conformes au dossier d'AMM et aux pharmacopées qui sont opposables. Une fois cette opération de validation du procédé de fabrication faite, on va passer à l'étape numéro 6, qui est la production d'un antigène. Donc, on aura réussi à produire des antigènes. Cet antigène, il va falloir en faire une référence qui va être utilisée également pour tester l'antigène hémagglutinine qui participe à l'activité du produit. Et donc, pour pouvoir faire les tests, eh bien, il faut un antigène de référence. C'est l'objet de cette étape numéro 8, immédiatement suivie à l'étape suivante de fabrication, qui était au niveau de la formulation et du remplissage. Eh bien, également, il va falloir poursuivre la mise au point sur les étapes aval du procédé pour définir le comportement à nouveau spécifique de ces souches pendant cette étape de formulation. Formulation, ça consiste à mélanger entre eux les 4 antigènes qui composent le vaccin, plus les différents excipients qui vont permettre d'une part le remplissage du produit, d'autre part son administration et puis également sa conservation. Donc nouveau travail de développement à l'étape numéro 7, et puis immédiatement suivi en début d'année par cette fameuse étape de validation. Il va falloir prouver que ces paramètres et leurs limites permettent bien d'obtenir de manière reproductible un produit qui répond à la qualité définie au sein du dossier d'AMM. Et alors l'autre point également, l'étape numéro 8, c'est qu'on parlait de tests, on a parlé à l'étape numéro 6 de la production d'antigènes de référence, et bien il va falloir mettre au point, remettre au point et donc revalider également l'ensemble des méthodes de contrôle qui vont permettre de faire le titrage de chacun des antigènes qui composent le vaccin de l'année. À l'étape numéro 9, à pas oublier, chaque année, la composition du vaccin étant légèrement différente, et comme je vous le disais, les souches se comportant différemment, les antigènes également dans la formule peuvent se comporter légèrement différemment. Pour autant, il va falloir que l'industriel prouve que le produit sera bien stable pendant toute sa durée de vie. Péremption de 1 an, il va donc falloir lancer des études de stabilité. Pareil, là, il y a des normes applicables pour concevoir ces études de stabilité en durée réelle et en conditions accélérées. Ces études seront lancées à l'étape 9. À l'étape 10, l'ensemble de ces éléments va permettre, sous la forme de rapports et de documents de résultats d'analyse, de constituer et ensuite de soumettre ce fameux dossier de variation réglementaire à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin pour pouvoir enregistrer ces nouvelles souches et que donc cette nouvelle formule, ce nouveau procédé, ces nouvelles méthodes de contrôle soient approuvées par les autorités de santé. Voilà donc le travail qui se fait chaque année pour obtenir l'ampliation d'AMM pour la nouvelle composition du vaccin. Alors, je vais reprendre, puisque les choses se font en parallèle, je vais quand même reprendre avec vous ce petit chemin pour le redétailler, après pour chaque lot de routine. Hein, on va repartir du début du chemin. Donc, comme je vous le disais, 600 000 œufs qui rentrent chaque jour dans l'usine. Je ne l'ai pas précisé sur la première étape, il n'y a aucun produit, aucune matière première qui ne va pouvoir rentrer dans un procédé de fabrication sans avoir été testé
contre ces spécifications, parfois contre les pharmacopées, avec succès, pour être accepté à rentrer dans le procédé. Donc, comme je vous le disais, la première étape, ben, c'est à partir des semences, on va donc injecter, inoculer le virus dans les œufs. Les œufs qui vont être incubés à 37 degrés pendant un certain temps, puis refroidis selon un procédé bien défini, avant que l'on puisse procéder à la récolte du virus à l'intérieur de chaque œuf qui a servi finalement de réacteur de culture cellulaire à très petite échelle, mais par contre à un grand nombre de réacteurs. On va donc pouvoir récolter à l'intérieur de ces œufs le virus et toutes les cellules qui constituaient l'œuf. C'est pour ça qu'immédiatement après, le procédé est suivi d'opérations complémentaires de purification, puis de fragmentation du virus, puis d'inactivation de ce virus, et ensuite de filtration, pour aboutir à la fin de ce procédé à un antigène qui soit extrêmement pur et qui devra ensuite, avant de passer à l'étape suivante, bien sûr, à nouveau faire l'objet de différents contrôles de la qualité pour confirmer sa pureté et son activité. Donc ce principe actif, chacun de ces antigènes différents. Voilà, donc étape de contrôle, ensuite étape de libération. Et c'est seulement là que chacun de ces 4 principes actifs, chacun de ces 4 antigènes issus des souches de l'année mise en culture, pourront rentrer à l'étape suivante, qui est l'étape de formulation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, et là, on est voilà, à peu près au mois de juin. Hein, ici, j'ai oublié de vous le dire, mais on y reviendra tout à l'heure, à peu près au mois de mars. Donc, au mois de juin, on a fabriqué déjà un certain nombre de lots et on est avancé dans le procédé. On va pouvoir passer à l'étape de formulation, donc combinaison des différents principes actifs, les antigènes du vaccin, avec les excipients qui vont permettre de remplir et d'administrer et de stabiliser pendant la durée de vie le vaccin. Donc, nouvelles étapes de contrôle de la qualité, libération, avant de passer à l'étape de répartition, étape de remplissage. Pour nos vaccins, on le fait soit en seringue unidose, avec des produits qui sont prêts à l'injection, ou parfois, selon les pays, également en flacons mono ou multidose. Exigence également des bonnes pratiques de fabrication et des pharmacopées. Chaque dose de produit injectable, et donc le vaccin en est un, doit être miré individuellement. Donc là, un mirage automatique avec un jeu de différentes caméras qui a très très grande cadence, scanne chaque contenu de chaque seringue ou de chaque flacon pour confirmer qu'ils ne contiennent pas de particules, par exemple issues du bouchon ou de particules qui émaneraient du processus de remplissage ou qui émaneraient de composants internes du vaccin. Après cette étape de mirage, on a à nouveau une grande étape de contrôle qualité. Puis après, on passe au conditionnement du produit dans les boîtes avec les notices selon les exigences de chacun des pays dans lesquels partent nos vaccins. S'ensuit ensuite, aux alentours du mois d'août, la libération interne sur la base de la revue d'un dossier de lot, dossier qui comprend l'ensemble de ces étapes. Chacune de ces opérations est consignée et on doit documenter chacune des opérations de fabrication, de contrôle, leurs résultats, les personnes qui les ont effectuées, ainsi que les doubles contrôles qui sont faits sur les étapes les plus critiques. Dans ce dossier de lot, c'est environ 1 millier de pages. Sur les autres vaccins, j'avais le chiffre, c'est plus de 10 000 données qui sont saisies et qui seront revues dans le cadre de la libération par nos pharmaciens avant de pouvoir libérer le produit sur le marché, sachant qu'avant de libérer sur le marché, on soumet également des échantillons et un extrait de dossier de lot aux autorités de santé. La libération du produit, donc quand l'AMM d'ailleurs aura été obtenue, se fera aux alentours du mois d'août. On procédera ensuite au colisage et à l'expédition des vaccins dans l'ensemble des pays du monde. Voilà ce petit chemin de 7 mois résumé en quelques minutes. Je suis allé un petit peu vite, désolé. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire de vous des spécialistes du vaccin, mais d'éclairer un tout petit peu pour vous, un peu plus, ce qui se passe dans l'usine pour ce fameux procédé de fabrication pour la grippe. Alors, ce slide numéro 8 est un tout petit peu différent, enfin, il illustre la même chose de manière un peu différente. Il illustre, en tout cas, il a pour objectif, j'espère que ça sera clair, le besoin d'anticipation de la production d'antigènes pour être là, présent, le jour J, sur les rayons des officines quand la campagne de vaccination va commencer. Cette anticipation, voilà pourquoi il faut commencer plus tôt que le mois de février-mars, quand l'OMS annonce les souches, parce que si on devait attendre le mois de mars, eh bien, on ne saurait pas fabriquer les 4 souches dans l'usine pour le jour J du mois de juin. Donc, l'industriel est tenu, et il le fait assez facilement compte tenu de son expérience, sur les souches, de faire un pari sur les souches qui feront partie de la composition du vaccin,
et lancer les fabrications à partir de la semence de la souche numéro 1 dès le mois de décembre, puis dès janvier de la semence numéro 2, et de manière à être prêt à commencer la fabrication des souches 3 et des souches 4 à partir du mois de mars au plus tard, quand l'OMS aura confirmé la composition du vaccin. Et là, vous voyez que donc ça nous emmène jusqu'au mois de juin. On aura fabriqué la plupart des principes actifs des 4 souches requises, mais comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez bien entendu, les virus, chacune des souches du virus grippe ne se comportent pas strictement de la même manière. C'est pour ça qu'on fait des efforts de mise au point chaque année pour essayer de standardiser le procédé et produire de la même manière. Malgré tous les efforts, eh bien, la productivité de chaque souche n'est pas strictement la même. En lançant un lot, par exemple pour 500 kilos, on n'obtiendra pas strictement la même quantité à la sortie de la chaîne pour chacune des souches. Donc, il va falloir produire des quantités supplémentaires pour équilibrer et avoir au bout du compte, au mois d'août, ici, la même quantité de chaque souche, puisqu'elles sont combinées ensemble dans un même vaccin. Donc, si l'on revient au mois de juin, eh bien, une fois qu'on a déjà quelques lots de chacune des souches, eh bien, on va commencer la formulation, le remplissage, puis le conditionnement selon le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Au mois d'août, fin juillet, arrive l'approbation de la variation réglementaire par les autorités de santé. C'est également le moment où on commence à préparer la distribution et où on commence à servir les officines pour la mise en place des doses pour le jour J, et la distribution ensuite continuera jusqu'à plus tard dans l'année pour servir la campagne. Voilà une illustration de ce besoin d'anticipation et nous amène très naturellement sur mon dernier slide. Pour produire une quantité qui est adaptée à la demande, c'est à celle des clients, à celle des officines, à celle des personnes qui vaccineront dans le monde entier, il y a un vrai challenge. Alors là, j'ai pris l'exemple de la France, mais ce challenge, l'industriel, le fabricant seul, ne peut pas le relever. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et vous verrez d'une étoile rouge marquée sur ce schéma les spécificités françaises. Donc, comme je vous le disais, on commence à fabriquer en décembre. Et justement, pour pouvoir équilibrer les quantités et avoir une quantité requise qui réponde aux commandes, eh bien, c'est la raison pour laquelle, dès le mois de décembre, parce qu'on commence à fabriquer à ce moment-là, on demande aux officines de passer des précommandes, officines et grossistes, de commencer à passer leurs précommandes sur cette période-là. C'est pour qu'on puisse remplir les exigences de la page précédente. Comme je vous le disais, ensuite, juin, c'est le début du conditionnement. Mais dès juillet et au mois d'août, sans attendre la libération, parce que sans quoi on ne serait pas capable de relever le défi logistique, sans attendre la libération finale, on commence à effectuer le colisage selon les commandes qui ont été faites. C'est 12 000 colis qui doivent être préparés pratiquement pendant le mois d'août ici, hein. Donc, libération des lots par les autorités de santé qui commence ici et qui finira jusqu'à un peu plus tard dans l'année. Donc, colisage, c'est 12 000 colis. Et puis, quand la libération aura été prononcée, on pourra en effet les envoyer dans chacune des officines ou des grossistes distributeurs. Et afin que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde puisse être prêt pour lancer les vaccinations au démarrage de la campagne. Donc voilà, c'est ce petit point qui était illustré en bas avec ce nombre de doses à produire qui doit être estimé sur la base de précommande qu'on doit commencer à passer finalement avant la fin de la campagne précédente de l'année précédente de vaccination. Voilà les éléments que je souhaitais partager avec vous, en général pour les vaccins, en particulier pour la grippe. J'espère que ces éléments étaient clairs pour vous. Je suis allé assez vite, Non, mais non, mais je vais passer la parole, je pense, maintenant à Olivier Rosaire pour voir ce que merci. ça devient au niveau de l'officine, puis on répondra éventuellement aux questions après son Merci intervention. beaucoup. Regroupera effectivement les Parfait. questions à la fin, mais j'ai peut-être juste une petite précision que je voulais vous demander, peut-être que je pense devrait intéresser tout le monde, c'est le choix des souches, en fait, qui se fait, euh, qui est fait par l'OMS. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots sur ce point. Oui, oui, je suis passé en effet assez vite dessus. Donc, vous savez que les virus en général et celui de la grippe en particulier ont tendance à muter avec le temps.
tout à fait. C'est la raison pour laquelle chaque année, on se repose la question de à quelle souche de virus on va faire face et quelle sera la souche qui sera prédominante dans la circulation dans notre hémisphère. Donc, comme je vous le disais, pendant pour l'année qui va suivre, l'OMS, un certain nombre de centres a constitué un réseau de surveillance de l'épidémie de grippe dans le monde. Elle va surveiller au sein de l'hémisphère sud quelles sont les souches qui sont circulantes pour essayer sur ces bases-là, de prédire les souches qui vont circuler sur la saison suivante dans l'hémisphère nord. Donc c'est comme ça qu'est déterminée la composition du vaccin à partir de l'observation des souches qui sont majoritairement circulantes sur l'hémisphère sud pendant l'hiver au sein de l'hémisphère sud pour l'hiver suivant de l'hémisphère nord. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Pierre. Si, tout C'est à assez fait. clair. C'était Voilà. effectivement la question. On y reviendra peut-être un petit peu à la fin sur cette question des souches et de l'OMS. Je vais peut-être passer directement la parole à Olivier Rosaire pour nous parler justement de l'étape suivante. Une fois que la fabrication est faite et que les vaccins arrivent en officine, comment ça se passe? Alors, merci de l'invitation. Bonsoir à tous. Alors, je vais parler de l'étape suivante, mais bien évidemment, je vais être obligé de revenir un petit peu en amont sur ce qui a été présenté, parce que nous, la vaccination, enfin, en tout cas, la vaccination antigrippale en officine jusqu'à il y a, alors ça dépend dans quelle région on se situe, mais il y a 4-5 ans, c'était essentiellement une question de logistique. Et d'ailleurs, ça a été indiqué par Philippe Juvin, les moments dans lesquels on intervient, c'est-à-dire pratiquement en même temps que l'industriel, c'est-à-dire en amont de au moment de la sélection des souches, nous, on est déjà en train de commander nos vaccins. Et puis après, évidemment, une fois que les vaccins sont livrés, il y a tout le travail derrière qui est effectué. Mais c'est une particularité, qui est un peu, qui devient de plus en plus fastidieuse pour les officines, c'est de gérer toute la logistique de la vaccination antigrippale en France. C'est-à-dire, ça ne repose que sur nous et dans un système qui n'est pas organisé de manière pérenne. C'est-à-dire que les règles sont amenées à changer d'une année sur l'autre. On l'a vu par exemple encore cette année en 2023 où il y a eu une recommandation de vaccination qui s'est ajoutée aux recommandations qui existaient déjà, c'est-à-dire la recommandation pour les adolescents à partir de 11 ans. On peut vacciner ces types. Donc, et ces recommandations de vaccination, elles arrivent en général très tardivement. Ces évolutions de recommandations, elles arrivent toujours au mois de septembre, c'est-à-dire un mois avant le démarrage de la campagne. Et nous, en fait, il est quasiment impossible d'adapter notre logistique aux dernières recommandations. Et sur ce sujet-là, c'est pour avoir eu des échanges avec la DGS sur cette problématique, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on peut être en capacité éventuellement de faire des commandes supplémentaires en amont de la campagne, mais du coup, on manque d'informations. Et au moment où on se retrouve en pré-campagne, c'est-à-dire au moment où finalement on sort de l'été, la DGS commence à regarder comment va s'organiser la campagne, les recommandations ont souvent du mal à évoluer parce que du coup, nous, on a déjà commandé nos vaccins et que du coup, pour ne pas se retrouver dans un contexte éventuel de pénurie de vaccins, il y a des recommandations qui historiquement, je peux vous l'attester, ne sont pas passées par crainte d'une pénurie de vaccins et donc d'un manque d'approvisionnement pour les personnes les plus ciblées par la vaccination antigrippale. On ne voulait pas prendre le risque de. Et c'est en ça que, par exemple, on a vu arriver, alors j'ai plus les années en tête, mais c'était en 2020 ou 2021, un contexte de pénurie annoncé. On nous a demandé de prioriser, c'est-à-dire que on disait, voilà, il faudra d'abord plutôt donner aux personnes les plus âgées, les plus comorbides, etc. Ce qui nous a posé un problème éthique dans un contexte où on devait quand même s'assurer de faire la bonne recommandation et d'améliorer les couvertures vaccinales, de se retrouver en début de campagne à refuser des vaccinations. Parce qu'il y avait des gens qui s'étaient organisés pour se vacciner plutôt en début de campagne, mais qui ne correspondaient pas à la cible de priorisation faite par la DGS, qui craignait que, à partir de mi-novembre, début décembre, il manque de vaccins pour les personnes les plus sensibles. Voilà. Donc, j'avoue que pour me pencher sur ces campagnes de manière plus intensive depuis 2017, en fait, c'est jamais une science exacte. C'est-à-dire que nous, en décembre, janvier, donc là, la saison des précommandes commence jusqu'à fin janvier.
on ne sait pas ce que va être la campagne 2024-2025. Et j'ai envie de dire presque encore plus cette année que les autres, mais en fait, tous les ans, quand je fais des petites conférences sur ce sujet-là, je dis à peu près la même chose tous les ans, où je me dis, cette année, peut-être encore plus que l'année dernière. Et pourquoi? Alors, pourquoi je dis ça encore cette année aussi? Parce qu'on nous annonce pour l'année prochaine d'autres vaccins qui pourraient être mis sur le marché, notamment des vaccins combinés. Vaccins combinés principalement grippe Covid. Bon, du coup, si nous, en décembre, janvier, on commande notre stock de vaccins grippe habituel dans le cadre de la campagne qui vient de se terminer, on n'aura pas de place pour commander des vaccins grippe Covid parce qu'on aura déjà des vaccins grippe. Du coup, aujourd'hui, je peux interroger qui je veux en France. Personne n'est capable de me dire aujourd'hui comment va se dérouler la campagne grippe Covid et quels seront les vaccins qui seront disponibles, enfin en tout cas autorisés en octobre, puisqu'il y en a un certain nombre, Philippe Juvin le sait très bien, qui sont dans les tuyaux. J'ai envie de dire, du coup, finalement, s'il y a des vaccins qui arrivent l'année prochaine, ils vont attendre leur tour pendant 1 an, puisque nous, on ne pourra pas, en amont, j'ai envie de dire, laisser de la place à quelque chose qui ne pourrait être que hypothétique, si en octobre 2024, en l'occurrence, ces vaccins combinés dont on nous parle, finalement, ne sont pas là, et que nous, on se retrouve à avoir commandé moins de vaccins parce que pensant faire de la co-administration grippe-Covid de manière plus simple, on a laissé de la place pour des vaccins qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, voilà, on est toujours un petit peu... on nous demande d'anticiper sur une campagne dont on ne sait pas comment elle va se dérouler. Et il faudra qu'on fasse le point de cette campagne-là et puis de regarder comment, nous, dans cette logistique assez complexe, on a, alors il y a le côté, alors je suis là en tant que pharmacien vaccinateur, puis en même temps pharmacien qui fait la promotion de la vaccination, où c'est vrai que nous, on demande un élargissement plus complet de la recommandation de vaccination, puisque quand on regarde, et je vous les montrerai rapidement tout à l'heure, les chiffres des couvertures vaccinales grippe en France, elles ne sont encore pas optimales, pour être un peu dans l'euphémisme, elles ne sont pas optimales, donc on s'interroge toujours depuis des années de dire, pourquoi la recommandation n'est pas générale, vaccinez-vous contre la grippe, puisque de toute façon, même dans une cible un peu contrainte, on est à peine à 50-55%. Donc, je veux dire, si c'est une question financière de dire non, on ne va pas donner l'autorisation de tout le monde de 11 à 111 ans de se vacciner, parce que, en fait, aujourd'hui, le budget alloué théoriquement à la campagne de vaccination est normalement de 100%. C'est-à-dire que si tout le monde voulait se vacciner et si tous les gens qui étaient dans la cible se faisaient vacciner, on n'aurait pas de restrictions, notamment de l'assurance maladie, sur la prise en charge des bons qu'ils éditent, notamment. Quand on voit que l'utilisation de ces bons est à peine à 50-55%, on sait très bien que si on élargissait la recommandation à population entière, on ne va pas tripler le nombre de vaccins qu'on va en délivrer en officine. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, c'est toujours c'est un problème à la fois pour les onces, à la fois pour nous, parce que on n'a pas envie non plus de tomber en rupture. Ça nous est arrivé, je crois que c'est en 2020, on est arrivé en rupture de vaccin grippe, et puis du coup, les laboratoires ont fait venir des vaccins de Belgique et d'Espagne, notamment. On a été réapprovisionné un petit peu après la campagne. Et où on aimerait nous aussi anticiper en commandant plus de vaccins, mais que bien évidemment, comme c'est nous qui assumons le risque financier de ces stocks, il n'y a pas de stock d'État comme par exemple pour le Covid actuellement, et il n'y a pas une logistique fluide, enfin en tout cas c'est pas possible aujourd'hui, et Philippe Jubin l'a bien expliqué, c'est obligé de dire écoutez, nous on ne fait pas de précommande, on vous commandera les vaccins 10 par 10 dès que la campagne va commencer, pour s'assurer qu'en fin de campagne, il ne nous reste pas 50, 100, 150 vaccins en stock. Très régulièrement, il nous arrive d'avoir 10% de notre précommande livrée, mais en fait qui nous reste sur les bras. Et après, on se dit, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Est-ce qu'on commande moins? Mais si je commande moins et que la recommandation s'élargit, je risque de tomber en rupture. Donc on nous pousse toujours en début de campagne de commande de dire n'hésitez pas parce que ce serait quand même dommage, parce qu'une fois que le marché est fait, il n'est pas extensible, puisque ce que Philippe Juvin n'a pas dit, c'est que c'est un marché international et Sanofi produit évidemment pour d'autres pays. Et une fois que les lots complets, je crois que c'est 250 millions de mémoire à l'époque, c'était ça la capacité de dose de fabrication de Sanofi, une fois que tout le monde a fait ses commandes,
bah, la France ne peut pas dire au dernier moment, ah ben oui, mais parce que c'est Sanofi, remettez-moi 2 millions de plus. Non, tout le monde a fait son marché et justement, dans le contexte des pénuries qu'on a connues en 2020, il y avait une petite guéguerre entre des pays qui avaient fait des précommandes qui n'avaient pas été encore livrées, où certains voulaient reprendre les stocks des vaccins précommandés pour dire donc voilà, et je trouve ça un peu difficile pour les pharmaciens de pouvoir alors s'organiser correctement. Alors bon, finalement, bon an mal an, on a l'habitude, hein, ça fait des années et des décennies qu'on commande les vaccins grippe, et je vous le montrerai sur un diagramme. Bon, entre guillemets, on se débrouillait. On se débrouillait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a déjà un nouvel acteur qui est arrivé, alors pas un acteur industriel, mais un nouveau vaccin qui est arrivé et qui nous pose aujourd'hui, pareil, une question de logistique. C'est donc le vaccin haute dose. Et aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation qui dit, bah, tiens, on va garder le tétravalent habituel pour telle population et l'autre dose pour telle population. Du coup, nous, on a aujourd'hui, par exemple, ce choix de dire, bah, qu'est-ce qu'on fait pour la campagne 2024-2025, comme on l'a depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on commande comme haute dose versus du vaccin classique. Alors, si on ne veut pas s'embêter, on se dit, bon, je fais du vaccin classique, de toute façon, personne ne m'impose de faire du haute dose. Ce faisant, on fait quand même un peu, et je parle pour les pharmaciens, la promotion du vaccin haute dose, qui a des vertus supérieures au vaccin tétravalent. Alors, je ne suis peut-être pas très représentatif, mais moi, cette année, je finirai à plus de 50% de mes vaccins en haute dose, et je regarde l'année prochaine pour continuer à augmenter ça et être à quasiment 2 tiers de vaccins haute dose et 1 tiers de vaccins classiques, sachant que le vaccin classique, j'en aurai toujours besoin parce qu'il ne s'applique pas pour la population en dessous de 60-65 ans. Alors, ça dépend des recommandations, hein, puisqu'à l'international, c'est 60 ans, mais en France, c'est 65 ans pour le remboursement. Mais finalement, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Et on est aussi, nous, dans la logistique, on s'occupe des établissements. Il y a un certain nombre d'établissements, notamment les EHPAD, qui sont en partenariat avec les pharmacies pour commander leur dose de vaccin. Donc, nous, on attend évidemment les bons de commande des EHPAD, qui, là aussi, nous, quand on nous demande, il faut qu'on demande en amont aux EHPAD combien vous en voudrez l'année prochaine. Alors déjà, il faut être sûr que l'EHPAD ait autant de locataires la saison suivante voilà, ce qui n'était pas forcément toujours le cas pendant les périodes Covid, où des fois, il y a des EHPAD qui avaient des chutes de fréquentation, si vous voyez ce que je veux dire, et puis de savoir quelle est la stratégie pour l'EHPAD. Est-ce qu'on prend sur nous de dire, bah voilà, par exemple, pour l'EHPAD, je considère qu'il est plus judicieux de partir sur un vaccin haute dose, mais est-ce que du coup, le responsable des achats de l'EHPAD va accepter cette recommandation qui n'est issue que du souhait du pharmacien? Donc voilà, donc après, une fois qu'on a dit tout ça, eh ben, on essaye de se débrouiller, de faire au mieux. C'est vrai qu'il y a eu ce couac de 2020 sur l'approvisionnement et que je trouve a été très pénalisant parce que la campagne suivante, on s'est privé d'une recommandation supplémentaire parce que les autorités craignaient qu'on se retrouve dans un contexte de pénurie. Bon, je ne suis pas industriel, mais de ce que j'observe des industriels du vaccin, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on est relativement épargné, en tout cas pour les quelques années à venir, de ce problème de pénurie de vaccins, si on organise toujours la logistique comme on le fait aujourd'hui. Je crois savoir que certains se sont mis en capacité de produire un peu plus et il y a une offre qui s'est élargie. Donc ça, c'est notre problème de logisticien, et c'est vrai qu'on n'a pas une reconnaissance très particulière de l'État sur le fait qu'en fait, malgré que ce soit eux qui qui lancent la campagne de vaccination, en fait, en amont, elle dépend de nous, et nous, quand on les interroge pour connaître les recommandations pour se préparer, on n'a malheureusement personne au téléphone, et même les industriels, les réunions vraiment décisives démarrent à partir du 15 août. Donc voilà, mais pour autant, je ne vais pas essayer de faire trop long mon intervention, parce qu'évidemment, je ne peux pas ne pas parler de l'autre versant du pharmacien aujourd'hui, qui n'est pas qu'un logisticien de la vaccination, mais qui est devenu un acteur, et un acteur important de la vaccination, notamment grippe, puisque c'est avec ça que le sujet a démarré en ce qui concerne l'injection de vaccins. Alors aujourd'hui, on en parle ce soir de manière très naturelle. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais moi qui ai assisté aux débats qui ont eu lieu en 2015-2016, au démarrage de l'idée de faire passer au Parlement français l'idée d'une expérimentation par les pharmaciens de vacciner, même au sein de la profession, ce n'était pas une évidence. Bon,
Beaucoup de choses sont passées depuis, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que c'est par la vaccination antigrippale que tout a commencé. Et ça s'est commencé et terminé très rapidement, puisque une expérimentation qui devait durer au départ 3 ans a été conclue par la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, dès la fin de la première année. Elle a dit « Je valide l'expérimentation sur la base très claire de l'engouement des patients pour se faire vacciner par les pharmaciens. » Pas parce que les pharmaciens étaient bons, pas parce que les couvertures avaient explosé, mais parce que les patients avaient souhaité, dès la première année d'expérimentation, se faire vacciner par les pharmacies. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran parce que j'avais juste 3 petits trucs à vous montrer. Alors, si la technique suit. Partager mon écran. Si vous le voyez correctement. Parfait. Parce que, Monsieur Juvin, vous connaissez ce petit diaporama qu'on a co-construit avec Non, vos services. personnellement, je ne le connais pas pour le coup, mais Parce que j'ai fait une conférence à Varsovie et ils m'ont aidé à présenter un petit peu l'historique. Voilà. Donc, en ouais. fait, voilà l'historique, en gros, des 4-5 dernières années, avec le fait principalement de l'année 2019, c'est à partir de la campagne 2019-2020 que les pharmaciens ont vacciné partout sur le territoire. Donc, et ça a été une histoire assez rapide, puisque quand vous regardez, alors le chiffre qui est marqué en bas, c'est le nombre de vaccinations grippe réalisées par les pharmaciens. Alors évidemment, la première année, 3%, on n'était que 2 régions, on débutait, ça a été très peu. Et ben, quand on regarde la campagne 2021-2022, c'était 41%. Et alors, ce que ça a donné, alors on a parlé des couvertures vaccinales, puisque évidemment, ce qui a prévalu à ça, c'est qu'on voit bien que alors, c'est un schéma qui est très intéressant quand on connaît les contextes. C'est que vous avez 2008-2009, on était quasiment à 60% de couverture vaccinale. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé après pour avoir un effondrement de 60 à 46% en 2014-2015 ? Eh ben, c'est la campagne de vaccination contre la grippe aviaire qui a eu lieu en 2008, qui a fait un tollé en France, qui a vu se mettre en place un désaveu de la vaccination par les professionnels de santé, notamment, principalement les médecins, et même par les pouvoirs publics qui ont abandonné le sujet de la vaccination. Et du coup, du fait du manque de soutien des institutions sur la vaccination, et notamment sur la vaccination antigrippale, cette vaccination s'est effondrée. Et à un moment donné, ils se sont quand même dit, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose. Et on voit qu'à partir de 2019-2020, la courbe s'infléchit, on repasse au-dessus des 50% avec une campagne un peu exceptionnelle en 2020-2021 parce qu'il n'y avait pas encore de vaccin Covid, et on était déjà en pandémie, mais on voit déjà que cette courbe a complètement changé de sens et d'orientation. Et ce qui est toujours dommage avec cette histoire de couverture vaccinale, c'est que ça ne reflète pas le nombre de vaccins injectés en France. La cible de recommandation, 65 ans et plus notamment, augmente tous les ans. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent à 65 ans et la proportion de gens qui sortent de la recommandation par le haut, elle sort moins vite par le haut qu'elle n'arrive par le bas. Donc vous avez une cible qui tous les ans s'élargit et en gros pour avoir la même couverture vaccinale d'une année sur l'autre, je crois que de mémoire, il faut vacciner entre 250 et 350 000 personnes de plus tous les ans pour avoir le même indicateur. Donc vous voyez l'effort à fournir. Pour augmenter de 1%, 2%, 3%, il faut passer à des valeurs encore plus importantes. Et donc, bien évidemment, ce qu'a apporté la vaccination par les pharmaciens, c'est de pouvoir, à minima, au moins absorber la masse de population qu'il y avait à vacciner en plus. Et du coup, année après année, donc là, je vous ai mis la part des vaccinations par les différents professionnels de santé. 2021, 2022, 2022, 2023, on a frôlé les 50%. Et très clairement, aujourd'hui, les chiffres que j'ai montrent que pour la campagne actuelle, on aura très largement dépassé les 50%. Peut-être on frôlera les 60% de vaccins grippe injectés par les pharmaciens. Alors, il y a quelque chose aussi, c'est qu'il y avait un intérêt, c'est qu'évidemment, comme on était les seuls à assurer la logistique, on est les mieux placés pour faire la recommandation, pour proposer, pour montrer cette vaccination. Et c'est vrai que les séances de vaccination qu'on fait en novembre-décembre, puisque c'est la grosse période, c'est novembre surtout ce gros mois, en fait, ça rend aussi la vaccination visible. Ça l'a banalisé. Alors évidemment, il y a eu la période Covid où on a aussi beaucoup vacciné en pharmacie, mais ça rend
le sujet un peu banal auprès des patients. Alors qu'il y avait une espèce de sanctuarisation de la vaccination qui était faite dans un cabinet médical fermé, etc., à l'abri des regards et tout. Et du coup, on avait l'impression que ça donnait plus l'impression d'avoir un acte chirurgical qu'un geste banal qui pouvait parfois un petit peu effrayer. Et le fait de vouloir mettre en place en pharmacie, il y a évidemment l'idée de simplifier le parcours patient. J'y vais, j'ai mon vaccin, j'ai ma vaccination, tout est fait en quelques minutes. Mais c'était aussi, ça a eu un effet qui était peut-être pas conscientisé à l'époque, ça a été de rendre la vaccination un geste, alors plus anodin en tout cas, qui devenait facile, qui devenait plus acceptable. Et alors, il y a quelque chose que j'aime bien montrer aussi, c'est que du coup, cette vaccination d'officine, bon, elle a montré tout son succès pendant la campagne Covid. Alors là, ce ne sont que les vaccinations Covid. Et vous voyez que, par exemple, il y a une semaine en décembre 2021 où les pharmaciens ont réalisé plus de 1 200 000 vaccinations Covid, plus les vaccinations grippe. Et cette année-là, donc l'année 2021, on a réalisé 21 millions d'injections en pharmacie. Donc, c'est-à-dire plus de 1000 injections par pharmacie en moyenne. Donc, c'est devenu quelque chose de très commun. En tout cas, c'est devenu un espace dans lequel les gens maintenant n'ont plus du tout d'appréhension ou d'a priori pour aller se faire vacciner. On vient naturellement se faire vacciner en pharmacie. Et bon, on a un petit peu de la chance parce qu'il n'y a pas tant de pays au monde que ça qui ont des pharmacies autorisées à pratiquer la vaccination. Et je trouve ça dommage parce que justement, plus on sera nombreux à l'international à avoir ce type de dispositif pour faire la promotion de la vaccination, dans un contexte aujourd'hui où le discours autour de la vaccination est toujours pollué, je trouve, et malheureusement pollué dans les pays ce qu'on appelle entre guillemets les pays riches. Vous avez les pays les plus pauvres de la planète qui espèrent avoir des vaccins et vous avez les pays riches dans lesquels la population critique les vaccins. Donc il y a un paradoxe aussi qui est assez regrettable, je trouve, alors que c'est un outil de prévention majeur, la vaccination. Toutes les données médico-économiques sur le vaccin sont en faveur largement de la vaccination. Alors vaccination grippe évidemment et tout ce qu'on appelle les maladies à prévention vaccinale. Et évidemment, il y a d'autres sujets autour de la vaccination. Hop, j'ai fermé ma fenêtre de vaccination. Il y a d'autres sujets qui font que aujourd'hui, c'est aussi peut-être, et c'est ma conviction, un élément fort qui pourra permettre d'aider, alors peut-être pas complètement de sortir de la crise du système de santé, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on doit miser pour solutionner les problématiques qu'on a, notamment les engorgements hospitaliers comme on a connu l'hiver dernier avec la triple épidémie, bronchiolite, grippe, Covid. Bon, si on avait été au moins tous vaccinés grippe, Covid et peut-être VRS un peu plus l'hiver dernier, on n'aurait pas connu cette problématique hospitalière, puisque évidemment, l'hôpital, et maintenant c'est assez clair au niveau des autorités, l'hôpital ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Il faut qu'en amont, en ville, il y ait des choses qui soient faites, qui soient développées, qui soient mises en place pour éviter qu'on arrive à des situations un peu dramatiques, comme on a connu l'année dernière. Et sur ce, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense que c'était très, très clair. On va ouvrir ces deux exposés à la discussion. Il y a juste un commentaire que je voulais faire. Ce qui apparaît de vos deux exposés, c'est le côté, comment dire, du pari. Il y a un pari dès le départ au niveau de la production sur le choix des souches, on anticipe, et puis même on produit en fait avant même d'avoir validé l'AMM. Mais c'est aussi un pari, c'est une chose dont j'avais peut-être moins conscience, aussi un pari pour l'officinal, puisqu'en fait il fait ses commandes sans savoir quels seront ses besoins. Et même qualitativement, si vous pensez effectivement à ces deux types de vaccins. Donc, c'est d'ailleurs une logique que aucun industriel n'accepterait. Oui, Ils vont totalement. dire, tiens, tu vas commander des matières premières, mais tu ne sauras pas si tu en auras besoin dans 6 mois ou dans un an. C'est malheureusement, enfin, au niveau de l'industrie, en tout cas Je ne du parle pas des vaccin. vaccins, mais je parle de Ouais, manière générale. Un oui. industriel, on lui Ah dit, non, c'est tiens, très spécifique au vaccin dans l'ensemble de sa chaîne. Oui. C'est un point que j'avais rappelé, qu'on a en effet en commun la difficulté de prédire les quantités qui seront nécessaires pour les années à venir, avec cet inconvénient de durée de fabrication qui sont longues et qui ne permettent pas de réagir très rapidement. Donc besoin d'anticipation, avec en face une difficulté de prédire qui n'est pas le fait du pharmacien d'officine et qui n'est pas le fait de l'industriel, en effet, et qui amène
parfois, comme ça a été cité par Olivier, à des tensions après d'approvisionnement qui sont dommageables pour tous. Est-ce qu'il y a, dans les recommandations qui sont officielles qui sont faites, est-ce qu'il y a une participation justement des pharmaciens pour prendre en compte cet aspect logistique ou pas du tout? Bah, en tout cas, on a régulièrement fait valoir cette problématique, mais pour l'instant, bon, il n'y a pas voilà, une machine étatique sur ce sujet-là qui est difficile. Enfin, les sujets, on voit bien, les sujets de santé sont traités les uns après les autres. Bon, la vaccination grippe, c'est un truc qui arrive en octobre, donc on le met à l'agenda du mois de septembre au niveau de la DGS. En gros, c'est ça. Comment est-ce qu'on va faire la campagne de com, etc. Quel est le budget com et tout. Par contre, au niveau de la recommandation, de les évolutions, bah là, non, on s'en occupe pas au mois de mars, on a d'autres sujets à gérer en mars. En juin, il y a la sécheresse, il y a, etc., la canicule à gérer. Bon, bah, on verra en septembre. Mais c'est toujours dommage pour un ministère qui s'appelle le ministère de la Santé et de la Prévention. Ben, on a besoin, effectivement, de la prévention, c'est quand même gérer en amont des problèmes. Voilà. Luc, tu as une question. J'avais une question pour, enfin j'en ai plusieurs, mais je vais en poser déjà une. Pour Philippe Juvin, est-ce que finalement la vaccination en officine d'un point de vue industriel, ça offre une meilleure visibilité sur les commandes et productions à venir? Ou est-ce que, parce que ça multiplie les canaux de distribution, pour un industriel, c'est plus compliqué de savoir les quantités à produire pour un marché? Alors je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question. Voilà, je me posais Non, juste cette question. personnellement, non, je ne serais pas compétent pour y répondre parce que mon domaine d'expertise est justement la partie fabrication et on a en aval, en interface avec les officinaux ou les grossistes d'ailleurs, notre laboratoire exploitant, Sanofi Pasteur Europe, qui travaille justement sur ces questions-là. Et en fait, juste un tout petit point, il n'y a pas un nouveau flux logistique, enfin il y a un nouveau flux logistique pour le patient qui peut se vacciner à l'officine. Mais nous, on servait déjà les officines, les doses passaient par l'officine pour finir chez le médecin éventuellement auparavant. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu vraiment de changement de flux. C'est la dose, par contre, s'arrête là. Parce Et, que, et- et malheureusement, je ne sais pas répondre, mais peut-être Olivier saura peut-être le faire pour l'autre partie de la question. Non, mais alors ce que vous dites pas, c'est qu'effectivement, il y a aussi euh, beaucoup de contraintes à être obligé de livrer 20 000 officines. C'est-à-dire que, par exemple, la logistique se fait par des entreprises qui ne mettent pas à disposition 50 000 camions pour livrer tout le monde le même jour à la même heure. C'est des véhicules qui doivent avoir des contraintes particulières réglementaires et que bah, voilà, enfin, dans la chaîne logistique du vaccin, c'est relativement complexe. Ils n'ont pas des camions énormes parce qu'il faut aller un petit peu partout en France. Donc, du coup, ils sont obligés de se réapprovisionner sur les bases assez régulièrement et donc faire beaucoup de kilomètres pour aller livrer tous ces vaccins à tout le monde. Voilà, enfin, quand on voit tout le sujet de la logistique du vaccin, c'est vraiment un sujet extrêmement complexe. On pourrait imaginer des 38 ou des 50 tonnes. Là. Ben, en fait, non, ce n'est pas des gros camions, c'est des petits. Et justement, bah, les petits, comme bah, ils peuvent livrer que quelques officines, parce que nous, on reçoit notre stock de vaccins. Donc, ils ne peuvent pas livrer dans la journée 100 ou 150 officines, comme par exemple le font les grossistes, où ils ont des livraisons, ils livrent plus de pharmacies en même temps que ne le font les producteurs de vaccins. Et quand il y a en plus, alors indépendamment de l'industriel, un problème avec le logisticien, enfin, la flotte de véhicules, bah là, voilà, on se retrouve encore coincé. Oui, c'est gentil de compléter le point. Sur mon schéma, j'avais souligné le défi logistique pour la préparation des colis en omettant de préciser la complexité de la chaîne en aval, avec en plus cette préconisation chaîne du froid qui est commune au vaccin pour la distribution dans le monde entier. C'est un défi supplémentaire, en effet. et la distribution physique, ces petits camions, c'est un dépositaire, c'est les fabricants qui s'occupent de cette étape-là. Bah, je sais répondre pour Sanofi Pasteur, oui. Donc nous c'est notre centre de distribution, en l'occurrence basé en Normandie, sur le même site que notre Donc c'est vous-même qui assurez la distribution qui s'occupe voilà, de la préparation et ensuite de la distribution. et le stock est livré à l'officine en une seule fois. Ben, en fonction des commandes, mais ça Olivier saura mieux répondre que moi. Parce que En général, oui. En général, ils sont livrés en une seule fois. Oui, dans 80% des cas, c'est livré en une seule fois. Oui. Alors, et là, pareil, ça nous pose un souci, c'est que bah, faut de la place dans le frigo. la Donc, capacité, oui. de se dire que bah, il y a certains pharmaciens qui ramènent des cartons de vaccins chez eux parce que dans les frigos de la pharmacie, acheter un frigo complet juste pour pouvoir stocker pendant 3 semaines
des vaccins parce que ça représente un volume énorme. Enfin, moi, je reçois par exemple 1200 vaccins grippe d'un coup, quoi. Et en plus, les Effluelda sont un peu plus gros que les vaccins grippe. Bon, bref. Bon, heureusement, j'ai un certain nombre de frigos à la pharmacie, mais je ne sais pas combien ça fait de cartons, mais c'est absolument énorme. Et s'il faut bien voir, c'est que le nombre de vaccins grippe qu'on reçoit ce jour-là, c'est à peu près, en caricaturant, le double de tous les vaccins, de tous les autres vaccins qu'on reçoit dans l'année à la pharmacie. Mhm. Parce que le vaccin pneumocoque, le vaccin Terra, on en vend 10, 15, 20 par mois. Bon, vaccin grippe, voilà, pendant ces 2-3 mois-là, on en passe 500, 800, 1000 dans le mois. Et en fait, le nombre est très important sur une durée restreinte. Donc, on a un stock énorme de vaccins d'un coup, alors que pour les restes, ça présente beaucoup, beaucoup moins de volume, quoi. Votre micro est fermé. Vraiment, pour approfondir cette question, ça ne passe absolument pas par les grossistes répartiteurs. Moi, j'ai été très étonnée d'entendre que chaque pharmacie faisait sa précommande. Il y a les 20 000 pharmacies qui font leur précommande. Pour moi, ça passait par les grossistes répartiteurs et bon, et la livraison de la même façon. Le grossiste répartiteur, lui, n'est pas en capacité en janvier de dire moi, je vais en commander pour septembre. Après, nous, ça nous aurait presque arrangé. Enfin, je ne sais pas, il faudrait qu'on y réfléchisse. Je ne Mais sais pas, moi, aujourd'hui, mais eux, ils commandent un stock tampon, c'est-à-dire un stock pour dire bon, pour les pharmacies qui n'auraient pas été prévoyantes, on va commander un peu. Alors, je n'ai pas les volumes, mais les volumes commandés par les grossistes sont finalement pas très importants, ils sont relativement faibles. Je ne sais pas combien ça doit représenter par rapport à la masse de suite des officines. Je dirais 5 à 10% des volumes, c'est par le grossiste, et 95% par l'ensemble des pharmacies, quoi. Oui, si ça passait par les grossistes, c'est le grossiste qui prendrait le risque, parce que le grossiste achète les produits. Ouais, alors quand je vois que nous, déjà, ça nous remplit nos frigos, je ne sais pas comment lui il ferait pour recevoir, parce que les grossistes n'ont pas 50 000 établissements, ce serait énorme. Peut-être que même lui, si on lui proposait, il refuserait de le faire. Philippe Arnaud, une question. Votre micro est fermé aussi. Votre micro est fermé. C'est bon. Voilà. Oui, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y a des variations qui sont refusées par l'autorité de santé sur certains vaccins? On peut même parler au sens large sur le médicament, des variations réglementaires. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des questions qui soient posées par les autorités sur certaines sections du dossier, avec des demandes parfois d'éléments supplémentaires pour que le dossier soit complet et compréhensible par un tiers. Des refus après à l'étranger, ça peut arriver, mais c'est pour d'autres questions que techniques probablement. Mais oui, ça arrive que des questions soient posées, que des pièces supplémentaires doivent être fournies. D'accord. Et alors, ma deuxième question, puisque les souches changent, est-ce que la composition excipiendaire évolue ou n'évolue pas? Alors ça, c'est une super question. Et alors, j'avoue que je suis pas capable d'y répondre de manière fiable. Alors, je préfère mettre un joker là-dessus. Ce qui varie, et ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les paramètres de fabrication. Le procédé de fabrication doit être adapté aux souches en effet. Par contre, est-ce que ça va d'une fois sur l'autre pour changer la composition en excipient? Je pense pas, mais je veux pas vous dire une bêtise. Et en fait, les essais de stabilité, justement, s'ils dépendent de l'excipient, vous les faites, vous avez forcément une stabilité accélérée, puisque vous n'avez pas le Oui, temps c'est ce que matériel je de vous faire disais. une stabilité Oui, en tout temps à réel. fait. Oui, on ne peut pas attendre une année pour confirmer. Donc, en effet, un certain nombre de textes préconisent une combinaison de tests en conditions accélérées, à température élevée, et on arrive à faire des corrélations avec le comportement en température normale de stockage, en effet. C'est de cette manière-là qu'on Est-ce arrive. qu'on a imaginé que les paris que vous faites sur les souches, sur les conditions, etc., ne marchent pas? C'est-à-dire que Non, ça n'a. Alors, pareil, quand je fais la présentation plus complète sur les vaccins, je rappelle, et on peut en parler maintenant, hein, que une fois qu'on a libéré les produits, notre travail n'est pas fini. L'assurance de la qualité, les éléments requis par les guides des bonnes pratiques de fabrication font qu'on continue un certain nombre d'activités, justement, notamment les stabilités qui perdurent.
Et s'il s'avérait, parce qu'en dehors du vaccin contre la grippe pour lequel il faut déposer cette stabilité dans la variation à l'AMM, quand on a une AMM, après chaque année, on remet un certain nombre de lots en stabilité pour confirmer que le vieillissement quelque part du produit est conforme à ce qui a été déposé au dossier. Si pour une raison imprévue, et honnêtement, je n'ai pas en tête d'exemple fameux, mais en tout cas, ça n'est pas exclu par les textes, si un comportement devait être différent de ce qu'il est attendu et qu'un vaccin doit vieillir plus vite que prévu, et donc ne plus remplir, ne plus être conforme à ces spécifications avant d'avoir atteint sa fin de vie, ben dans ce cas-là, l'industriel doit prendre ses responsabilités. On prononcerait, comme pour tout autre problème de qualité qui serait découvert après utilisation, un rappel de l'eau. Ça arrive en effet de temps en temps pour des problèmes de qualité divers ou variés. Mais en effet, c'est prévu. Et dans les autres activités, au-delà des stabilités, ben, on effectue, donc il y a les activités de pharmacovigilance avec la remontée des professionnels de santé ou des patients des effets inattendus sur les produits. Il y a également la gestion des réclamations techniques où des professionnels de santé, à la réception du produit ou à l'utilisation, peuvent constater des choses qui leur apparaissent anormales. Ces éléments-là font l'objet systématiquement d'une investigation au sein de l'industriel. Et si la conclusion de l'enquête devait amener à conclure qu'on a un problème qualité ou un problème sécurité ou efficacité avéré, et bien dans ce cas-là, à nouveau, on prononcerait un rappel de l'eau. Donc l'organisation est prévue pour ça. Bien sûr, heureusement, aujourd'hui, je pense qu'on rappelle beaucoup plus de pizzas ou de produits alimentaires que de médicaments, parce qu'en effet, on prend tout un tas de précautions en amont. Luc, allez. J'ai encore deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce que vous faites de tous ces œufs? Alors, j'imagine pas que c'est pas une omelette tous les jours offerte aux salariés de Sanofi Normandie. Et puis l'autre point, vous aviez indiqué que justement les souches nécessitaient des ajustements de production. C'est quoi les principaux paramètres que vous ajustez selon les souches sélectionnées? Merci. Alors, je vais parler en général après sur les vaccins viraux ou sur les vaccins bactériens. Les paramètres qui influencent la croissance de ces micro-organismes sont bien sûr la température, sont bien sûr les nutriments qui sont présents, alors pas dans l'œuf, bon, c'est un peu standardisé, mais dans les milieux de culture qu'on apporte. Les concentrations en oxygène sont également importantes. Enfin, voilà, tout ce qui contribue à la vie de ces micro-organismes et à leur bonne croissance sont des paramètres critiques qu'il faut monitorer et réguler en permanence pour justement arriver à un résultat reproductible, sachant que ce qu'on gère, c'est une population de milliards de micro-organismes qui, chacun de ces individus se comporte légèrement différemment. Et c'est ça le défi au quotidien, c'est d'arriver à faire réaliser à ces populations tous les jours les mêmes fabrications, d'où les défis qu'on doit relever. Et sur Qu'est-ce les qu'on- œufs? Oui, Et sur non, vas-y. les œufs et l'omelette? Les œufs, l'omelette, quand on a donc une fois qu'on a effectué l'incubation, puis qu'on a récolté les virus, eh bien, les œufs restants sont, enfin le restant de l'œuf est détruit. Donc il y a des circuits de destruction qui sont bien sûr sécurisés. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour augmenter le taux de vaccination? Parce que, effectivement, la participation des pharmaciens a facilité la voie d'accès au vaccin pour les patients, mais finalement, il semble que le taux de vaccination plafonne quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut imaginer de faire? Alors, moi, je milite, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire en sorte que tout le monde puisse se faire vacciner gratuitement sans être comment dire, identifié dans une cible particulière. Il y a largement assez de vaccins pour vacciner tout le monde. Tous les gens qui sont, par exemple, en affection longue durée, qui n'ont pas de 65 ans, tous les ans, on se pose la question, ben alors oui, lui, il est asthmatique, il a 42 ans, il n'a pas reçu de bon, est-ce que du coup, il sera remboursé, il ne sera pas remboursé, etc. Bon, c'est très compliqué, ces procédures-là, alors que s'il y en avait une cible complète pour tout le monde de vaccination, bah déjà, je suis persuadé que ça améliorerait la couverture vaccinale. Après, ce qu'il faut savoir aussi, de manière plus scientifique, c'est qu'il vaudrait mieux aussi vacciner les plus jeunes. Alors, on l'a fait un peu cette année en vaccinant, en faisant la recommandation aux 18 ans, mais on a fait cette recommandation-là, enfin,
les autorités l'ont faite sans en expliquer le principe et le pourquoi. Parce qu'évidemment, vacciner un enfant de 12 ans contre la grippe, bon, on nous a bassiné en nous disant que la grippe, c'était une maladie de vieux, qu'il fallait vacciner les vieux, on parlait du 65 ans, etc. Alors qu'en fait, finalement, les personnes les plus âgées ont une immunosénescence qui fait que du coup, elles répondent mal à la vaccination grippale et que le virus, on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, qui a été un exemple parfait de démonstration de virus respiratoire, circule par les enfants. Donc, si on arrive à diminuer la charge virale chez les enfants, voilà. Donc, et donc, si les personnes les moins âgées étaient mieux vaccinées, il y aurait moins de circulation de virus aussi. Et donc, forcément, les gens seraient moins contaminés. Et donc, les personnes âgées et très âgées, vaccinées ou pas vaccinées, en tout cas, elles bénéficieraient d'un environnement un peu plus sain si tout le monde était vacciné de manière très simple et naturelle, sans mettre un bon pour les uns, une recommandation. Parce que pour les enfants, ils ont mis une recommandation, mais il n'y a pas de bon. Donc oui, alors on a le droit, on n'a pas le droit, etc. Enfin bon, c'est pareil, une usine à gaz entre la CNAM, la DGS, enfin ces autorités qui ne nous rendent pas la vie facile. Oui, les petits-enfants contaminent souvent les grands-parents, ce qui est un grand classique. Moi, c'est comme ça que j'ai attrapé le Covid, d'ailleurs. Oui. Ouais, ma contribution, par contre, au taux de vaccination, à son augmentation, elle est plus modeste que celle d'Olivier Rosaire. Mais j'aime bien, pour le coup, y apporter ma petite pierre à l'édifice. Elle se joue à deux niveaux, auprès des autorités, à travers des présentations comme j'ai fait aujourd'hui, pour essayer de faire comprendre aux autorités là où se situent les obstacles ou les freins à la vaccination, du fait de la complexité réglementaire. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour améliorer la prédiction du nombre de doses qui est nécessaire, pour accélérer la mise à disposition de ces doses, en réduisant la complexité réglementaire, toujours à nouveau au bénéfice du patient. Et puis le deuxième aspect, c'est auprès des professionnels de santé, un peu comme aujourd'hui, c'est pour ça que je suis toujours ravi d'être invité, pour donner des arguments aux professionnels de santé, pour répondre à leurs patients, pour leur confirmer pour quelles raisons un vaccin peut être fiable, pour quelles raisons un vaccin peut être sûr, compte tenu de toutes les précautions qu'on prend tout au long de sa fabrication. Et on est comme ça également, c'est quelque chose même à travers le LEM, sur lesquels on essaie de communiquer pour l'industrie pharmaceutique au sens large. On est quand même, alors je vais parler pour Sanofi Pasteur, des milliers de personnes en France qui travaillent tous les jours à la fabrication des vaccins. On est au moins tous aussi passionnés que moi par notre métier, toujours très fiers. Et c'est agréable quand vous allez au boulot le matin de vous dire, je contribue à quelque chose d'utile pour la population, on contribue à sauver des vies. Le personnel est très fier à tous les niveaux de contribuer avec les professionnels de santé à ce bel objectif. Et puis, dernier point, après, c'est aussi le travail qu'on essaye de faire auprès des jeunes pour essayer aussi de les inspirer, de rejoindre nos rangs, que ce soit au niveau de l'officine ou de l'industrie. Et pour les pharmaciens, on sait qu'on a du mal à en recruter. Il en manque en France. La fac de pharmacie n'a pas rempli le numerus clausus sur les 3 dernières années. C'est un problème pour le futur. Et on essaie aussi de contribuer de cette manière-là. Parce que si on n'a pas de pharmacien demain, la couverture de vaccination assurée par les pharmaciens d'officine sera sans doute un problème. Philippe Arnaud, levez la main. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Voilà. Oui, enfin, je crois que le taux de vaccination, c'est un faux débat. C'est simplement une décision politique. Est-ce que le politique souhaite que la vaccination soit obligatoire ou pas obligatoire? Dès l'instant où le politique a jugé que la vaccination, c'était au bon gré des gens, après, on peut discuter de tout ce qu'on veut. On a vu le grand débat avec la Covid, qui était quand même un problème de santé publique majeur, où les lobbying anti-vaccins se sont montés contre la vaccination. On est sur la même logique avec la grippe. Donc, le jour où les autorités de santé auront le courage politique de dire c'est obligatoire, on réglera le problème et le débat de dire il faut augmenter la vaccination. Donc moi, je suis clair et net. Soit l'autorité de santé dit c'est obligatoire et dans ces cas-là, on règle le problème. Soit sans ça, le débat de inciter les gens est un vœu pieux. Oui, on peut aussi simplifier un peu le circuit, ce qui serait déjà une première étape. On est d'accord. On est d'accord. J'ai peut-être une dernière question, parce que je pense qu'il commence à se faire tard. Évidemment, ça poserait des problèmes de droit de la concurrence, mais il y a un minimum de coordination entre les différents producteurs ou pas du tout? Comment ça se passe?
En cas de tension annoncée, voire même de rupture, ce sont les autorités de santé qui font la liaison entre nous pour voir comment on peut compenser les problèmes ponctuels de l'un. Donc, la communication se fait pour des questions de pas de la concurrence. Après, de manière confraternelle, entre pharmaciens responsables, il nous arrive, quand on voit arriver aussi des risques, d'appeler nos confrères pour les prévenir qu'un effort particulier pourrait leur être demandé à nouveau au bénéfice de la santé publique en compensation de problèmes temporaires. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il reste d'autres questions que vous souhaiteriez poser. Il est encore temps. Sinon, je pense que je vais remercier nos deux intervenants. C'était, je pense, une très belle réunion.